Good afternoon, dear viewers. It is a pleasure having you all on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flosini. Bon après-midi, et Cielo Yengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal avec le décès des triplés survenu la semaine dernière à l'hôpital district de Logbaba. Deux manifestants proches de la famille sont toujours en détention, une situation jugée inacceptable par les acteurs de la société civile. Reportage Pamela Fomen et Josiane Gok. Le 23 janvier 2025, à l'hôpital de district de Logbaba, plusieurs membres d'une famille ont été interpellés à la suite de la controverse suscitée par le décès des triplés dans cet établissement. 5 jours plus tard, 2 d'entre eux restent toujours en détention à la brigade territoriale de Dorgbon, accusés d'actes de violence envers l'hôpital de Logbaba. La société civile qualifie cette détention d'inacceptable, affirmant qu'elle ne fait qu'aggraver la souffrance déjà éprouvée par la famille. Pour résoudre un conflit, le plus important est de d'abord apaiser les tensions. Et lorsqu'on parle d'apaiser les tensions, ça veut dire que la famille est encore sous le choc. Pour moi, je ne pense pas qu'il était vraiment bon temps que le gouvernement se comporte ainsi. Mais sauf que le plus important est que lorsqu'on parle des blessures intérieures, cette famille a encore ces blessures qui continuent à saigner. Donc pour le moment, je pense que leur détention n'est pas la bienvenue. Cette détention prolongée ne fera qu'exacerber une situation déjà tendue entre la famille et l'hôpital, tout en alimentant davantage le soupçon au sein de l'opinion publique. Pour les acteurs de la société civile, l'image du système de santé camerounais a été gravement ternie par le décès de ces nouveau-nés, placés dans des cartons faute de couveuse. Pour moi, c'est plus mieux d'aller sur la table du dialogue, afin que les deux familles, je veux dire ça, c'est les deux familles, puisque quand on parle de l'État, il ne s'agit pas d'un individu qui vient d'ailleurs, mais c'est toujours, disons que le gouvernement. Donc, pour moi, la solution est d'abord de libérer ces deux personnes qui sont incarcérées. Des sources proches de la famille indiquent que celle-ci envisage de recourir à des actions judiciaires contre des personnes directement impliquées dans cette affaire. À Campo, des tensions ont éclaté entre les habitants et les agro-industries installées dans cette localité frontalière à la Guinée équatoriale. Ces entreprises sont accusées de ne pas respecter leurs engagements, notamment en matière d'infrastructure. Les habitants ont bloqué la circulation, nécessitant l'intervention des autorités. Voici le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Sur la route principale qui mène aux plantations de l'entreprise Camvert, au lieu du carrefour Biba, à l'entrée du canton d'Akak, des jeunes, ivres de colère, ont érigé des barricades. Sur une pancarte figure le résumé de leurs principales revendications. Il faut une intervention musclée des éléments du 11e bataillon de fusiliers marins basé à Campo pour dégager la route et rétablir la circulation. Tous ces gens-là voulaient ne pas rencontrer M. Aboubakar. Finalement, le sous-préfet ne soit venu barrer en disant qu'il ne veut pas la barrière. Et les gars ont dit que nous, aujourd'hui, nous, on veut seulement nos redevances forestiers. Le sous-préfet a encore entendu que non, c'est déjà pas. On a seulement donné un coup de goudin sur la tête du CB. Voilà alors pourquoi il a alors pris son téléphone et appelé encore au commandant de bâtiment qu'allait m'arrêter tous ces gens. Arrestations et intimidations sont au cœur de ces tensions qui vont s'estomper le temps de quelques pourparlers entre les manifestants et l'élite politique, sans pourtant freiner l'élan des populations, bien déterminées plus que jamais à revendiquer à corps et à crier leurs droits. Jusqu'à maintenant, là, j'ai déjà fait 5 ans à Camvert, je n'ai pas de poste. Je marche sur le soleil et sous la pluie, c'est la maltraitance, c'est la souffrance. Il me reste 2 ans pour atteindre 60 ans. Mais regardez mon état. La plupart d'ouvriers viennent d'ailleurs. Même les chauffeurs, on dépose des dossiers, mais on prend les chauffeurs ailleurs. Des conventions lient pourtant les 3 entreprises incriminées aux communautés issues des 19 villages que compte l'arrondissement de Campo. Mais force est de constater que depuis que les cahiers des charges ont été signés, en 2020 par exemple, pour le cas de Camvert, c'est presque le statu quo. Sur les plus de 300 projets qu'on a demandé, il y a eu seulement un seul projet de fourrage à ma bureau. Le reste, RAS, un salaire mensuel, c'est dans le cahier des charges. Jusqu'à présent, personne n'a perçu 100 francs de ça. Notre salaire, c'est l'intimidation
Contactée, aucune des entreprises visées par la colère des populations n'a souhaité répondre à nos préoccupations. Même le sous-préfet de Campo, qui a réussi à apaiser les tensions, nous a fait faux bond après avoir promis de nous recevoir. Les regards sont désormais tournés vers la préfecture de Kribi, qui a pris le dossier en main. À travers 2 messages portés signés le 23 janvier dernier, le maître des lieux, Nous, invite les chefs traditionnels et diverses personnalités à prendre part à l'atelier d'évaluation des cahiers de charges signé entre la société Camvert et ses partenaires. Des assises prévues les 29 et 30 janvier à Kribi. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les populations de Campo expriment leur mécontentement. Elles estiment avoir cédé une bonne partie de leurs terres aux entreprises agroalimentaires et forestières qui en retour ne font pas grand-chose pour améliorer leurs conditions de vie, les réduisant de fait à la misère permanente. La réunion annuelle d'orientation des services du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat se déroule à Yaoundé. Au menu des échanges, l'optimisation de la structuration des acteurs des réseaux de l'économie sociale. Plus de détails dans ce reportage d'Élysée Pogba et Ben Christy Moudjou. Le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat définit sa vision pour l'exercice 2025. Au cœur des préoccupations de ce département ministériel figure l'optimisation de la structuration des acteurs de l'économie sociale. Un secteur traversé ces derniers temps par des guerres de leadership. Je reviens sur le concept de collaboration entre le ministère des PME et le PFAC et le RESCAM pour accompagner la structuration. Mais il ne s'agissait nullement d'une renonciation des prérogatives du ministère des PME. Je voudrais que cela soit clair. La réunion d'orientation annuelle qui se tient au Palais des Congrès avec tous ces acteurs devrait permettre de remettre les pendules à l'heure. Il est question d'éviter que les partenaires qui sont membres de la structuration sur le terrain soient en compétition, qu'il y ait une franche collaboration entre ces partenaires, mais surtout aussi que les financements importants soient mobilisés et mis en œuvre. Au rang des acteurs qui sont appelés à jouer un rôle dans cette structuration, l'on compte les collectivités territoriales décentralisées. C'est davantage des interférences entre les acteurs sur le terrain. Avec l'appui du ministère et de tous les autres partenaires, nous allons nous mettre en œuvre. Le ministre nous a invités à nous asseoir ensemble pour voir comment construire la structuration des réseaux d'économie sociale et solidaire au niveau de la base, à travers les coopératives, les associations et autres réunions. Selon les données du MINMESA, le tissu productif du pays est constitué à 95% de PME et organisations de l'économie sociale et de l'artisanat. Une meilleure collaboration des réseaux locaux de l'économie sociale et l'accroissement du budget de leur tutelle devraient booster le développement du Cameroun. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les équipes connaissent déjà leurs différents adversaires. Parmi les 6 groupes, nous avons le groupe A, constitué du Maroc, pays hôte, le Mali, la Zambie et le Comore. Le groupe B est constitué de l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Dans le groupe D, nous avons le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Bénin et le Botswana, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan sont dans le groupe E. Et enfin, dans le groupe F, l'on retrouve la Côte d'Ivoire, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, le Gabon et le Zimbabwe. La compétition se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 6 villes hôtes ont été choisies, parmi lesquelles Casablanca, Rabat et Marrakech. Et en parlant justement du Maroc, pays organisateur, l'on note qu'ils sont déjà très avancés côté infrastructure. Le pays co-organisateur également de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc mettra certainement son expertise dans l'organisation de ce grand événement sportif. Reportage Nana Paul Sabin.
Le Maroc ambitionne de réussir l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le royaume chérifien veut faire de cet événement un véritable show de football africain. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, les Marocains sont déterminés à offrir une expérience inoubliable aux passionnés de football. Le pays peut compter sur une riche expérience dans l'organisation d'événements sportifs internationaux ayant déjà accueilli avec succès le CHAN 2018, la CAN féminine 2022 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023. Parmi les infrastructures retenues pour abriter les rencontres sportives, la CAF cite 6 stades ultramodernes situés dans les villes de Tanger, Marrakech, Agadir, Rabat et le mythique stade Mohamed V de Casablanca qui avait abrité la finale de la CAN 1988 remportée par les Lions indomptables du Cameroun. Les infrastructures sportives ont été rénovées pour offrir une expérience exceptionnelle aux spectateurs. Je puis vous rassurer que par rapport à la phase finale de la CAN 2025, le Maroc a vraiment mis le petit pas dans le grand. C'est une effervescence totale dans la ville, que sur le plan infrastructurel, tout est vraiment prêt. Et de telle sorte que même si la compétition venait à démarrer dans les prochaines semaines, là, le Maroc serait vraiment prêt par rapport à cet événement. Et je puis quand même vous rassurer que ça sera l'une des CAN vraiment que la Confédération africaine de football n'ait jamais organisée. La CAF indique par ailleurs que le Maroc, pays d'Afrique du Nord, réputé pour ses zones montagneuses et désertiques, ainsi que pour ses rives sur la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, offre une infrastructure de transport moderne avec un réseau d'aéroports internationaux, de lignes ferroviaires à grande vitesse et d'autoroutes. Les visiteurs pourront ainsi se déplacer facilement et rapidement entre les villes hôtes. Avec ces infrastructures de classe mondiale et un peuple unifié par sa passion pour le football, le Maroc est donc déterminé à offrir une CAN 2025 mémorable dans une atmosphère électrique et un accueil chaleureux. À présent, un public reportage dans ce journal. L'Institut universitaire Scientour a été récemment homologué par le ministère de l'Enseignement supérieur. La principale innovation de cette décision gouvernementale est la création d'un poste de recteur. Ce dernier a été installé avec un nouveau staff pédagogique et administratif à Yaoundé. Regardons. L'État du Cameroun confirme l'excellence académique de l'Institut universitaire Scientour. L'annonce a été faite ce 20 janvier 2025. Il me plaît particulièrement d'annoncer que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a accordé ce 20 janvier 2025 l'homologation à l'Institut universitaire Scientour. À travers cette homologation, l'école des majors trône au sommet des meilleures universités privées du Cameroun et de la sous-région. C'est une reconnaissance suprême de l'excellence académique que le ministère de l'Enseignement supérieur confère à ces instituts privés d'enseignement supérieur. L'homologation, ça veut dire que vous avez atteint un niveau très élevé dans l'excellence académique, un niveau très appréciable des infrastructures d'accueil, un niveau très excellent au niveau des équipements et au niveau bien évidemment du personnel enseignant qui encadre les étudiants au quotidien. Pour le président du conseil d'administration et fondateur de cet institut, il s'agit du couronnement d'une trentaine d'années d'efforts. Je remercie de tout cœur le chef de l'État qui avait pris le risque, même le risque mesuré, en m'accordant l'autorisation d'ouverture de l'enseignement supérieur l'année 1991. Nous avons donc cheminé pendant bientôt 34 ans et je pense que ce sacre du ministre de l'Enseignement supérieur nous fait dire que nous avons atteint le bout du tunnel. Au-delà de l'homologation, cette journée du 20 janvier était également consacrée à l'installation des principaux dirigeants de l'Institut universitaire Scientour, parmi lesquels le président du conseil d'administration et fondateur de l'Institut, l'honorable Lucien Wantou Scientour, le recteur, le professeur titulaire des universités, Jean-Claude Chouanke, le président du conseil scientifique, professeur titulaire des universités, Boniface Bi, le directeur de l'école supérieure des sciences de la santé, le professeur titulaire des universités, René Kamgang.
Pour ce nouveau staff pédagogique et administratif, il sera question de porter encore plus haut l'école des majors. Il a été doyen, il a été vice-recteur, il a été directeur des affaires académiques. Je crois que toutes ces armes qu'on m'a confiées à la fonction publique vont m'aider à faire avancer l'Institut. La spécificité de l'enseignement supérieur, ce n'est pas de faire de l'enseignement et de la recherche, mais c'est de faire de l'enseignement par la recherche. Et donc c'est une tâche exaltante à laquelle, avec mon éminent collègue, nous allons nous atteler. Créé en 1991, l'Institut universitaire Sionto est un acteur clé de la formation supérieure au Cameroun. Ce public reportage met un terme à la première partie du journal. La suite, c'est avec vous, Essielou Siliengu. Thank you, La Fleur Signé. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Enormous material damage has been recorded following an inferno that occurred near Guzang Market, Batibo subdivision of the Northwest region. A footage obtained by Équinoxe television shows the residents struggling or battling to extinguish the flames. Bull Stella reports from the Northwest region. This is the situation we find ourselves in, breaking Monday in Guzang. The fire erupted in the night of January 26, 2025 near Guzang Market in Batibo subdivision, Momo division of the Northwest region. Videos capture scenes of chaos as the local population struggle in the darkness to combat the flames with rudimentary methods. Speaking to Équinoxe television on phone, Acha Kennedy, the mayor of Batibo, clarified that the fire affected a shop adjacent to Guzang Market and not the market itself. The absence of a firefighting unit in the area was a major challenge, leaving residents to fend for themselves as they lamented the lack of resources to tackle such emergencies. The population are struggling to lose the fire on our own. Nothing like army rescue. While the exact cause of the fire remains unknown, the damage caused is reportedly extensive. Investigations are expected to shed light on what led to the incident, even as local sources already blame the unstable electricity supply in the area. Meantime, civil society actors are denouncing the continued detention of some relatives of the triplets who passed away after delivery at the Lokbaba District Hospital here in Douala. They believe that the detention creates suspicion among the public and equally worsens the already poor condition or relationship between their family and the hospital. For me, Armstrong Sanders spoke with some civil society actors and compiled the following report. The family members were arrested on Thursday morning, January 23, 2025, from a ward at the Lokbaba District Hospital, few hours after the controversial death of their triplets. 5 days later, two are still being detained at the Ndokbong Gendarmerie Company, accused of violence at the Lokbaba Hospital. The civil society says their arrest and detention is unacceptable because it only comes to add to already existing pains within the family. We need to understand is because there were so much tense or compromise because of the situation. You can't just come and arrest someone just because you just choose to arrest someone because he came and caused this. That is not how we live in the society. When we are fighting to fix the society or the country, we should not instead spoil it. Then where are we heading to? Même vous-même en tant que journaliste, lorsque vous vous retrouvez parfois dans un conflit, la première solution que vous trouvez, c'est d'agir. Puisque lorsqu'on parle de la colère est peut-être visible sur le plan physique, mais psychologiquement, je pense que ces gens sont vraiment affectés. Et c'est une très grande blessure, parce que soit l'État qui interpelle cette famille et les détient, puisqu'ils ont perdu le bébé, vraiment, je pense que le gouvernement doit faire vraiment preuve de grandeur. They say that their continuous detention will only worsen the already bad relationship between the family and the hospital facility, amplifying suspicions within the general public. It will not solve anything. Instead, it will cause more trouble and peace will not be there. It will cause more trouble.
So we are calling on the various authorities to really intervene and look into this situation. So what I'm trying to say here is, let us join hands together and see how we can bring justice towards this particular family. Now, this family, was it, first of all... Not without commenting on just how bad the image of the healthcare system in Cameroon was affected by the death of the triplets. Close sources within the family reveals that they are considering legal measures against those who are directly involved in handling the babies upon delivery. Same sources reveal that the family is still rushing after their prenatal medical booklet several days later. On Sanda reporting the consumer defenders and civil society leaders in the country have condemned the 50 kilogram of rice auctioned by the government, stating that the rice is of low quality and poses health risks. Equally, in response to the supporters of the ruling regime reject these allegations that the government is poisoning the population by sending rice intended for animal feed. Innocent Nazi tells us more. The promotional sale of rice in cities of the Republic by the government for weeks now has sent Cameroonians on a mad rush to afford the auctioned rice at the time households are unable to afford even 2 squares of meal per day. Considered as manna falling from heaven, its quality is doubted and could be risky to the health if of poor quality. La norme codex. Defender of consumers' rights, Alphonse Ayesi Abena, says the rice auctioned is not in conformity with the required standards and does not even belong in any of the tolerated qualities deemed consumable by humans. He adds, what is sold cheap to Cameroonians is meant to feed animals. Ces riz seront destinés à la consommation animale, au bétail. Valère Bessala, a political actor, his harder, stating this 50 kilogram bag of rice sold at 15,000 francs to Cameroonians is not safe for human consumption, but for animals. He adds, good rice is consumed by government officials, asking where the ochre rice went to, as the population have never set eyes on the rice. He furthered on a television set that what is bad is thrown to the population. On his part, Serge Mpele Onana of the CPDM party condemns these opinions of consumer protectors and civil society actors. He says the government cannot poison its own people. C'est très grave. Such claims are terrible. The Ministry of Trade has the mission to protect consumers and to taste quality in the market and decide what should be consumed and what should not be consumed. So, how can the Ministry of Trade go ahead to sell and encourage the consumption of a toxic commodity? De l'empoisonnement de ces consommateurs. The rise on promotional sale by the Ministry of Trade continues with the population caught in a difficult economic situation, having no other choice than consume what is offered to them in their battle for survival. In news out of the country, several persons have lost their lives and others, thousands displaced in the Eastern Congo's largest city, Goma. The M23 rebels announced the capture or the seizure of the city, which is Goma. More details with Cedric Chakutiu. Eyewitnesses in the Eastern Democratic Republic of Congo say the Rwandan-backed M23 rebels marched into the city of Goma on Monday morning. The militant group claimed in a statement that it had seized the key provincial capital. According to the eyewitnesses, while things were tense, the situation remained unclear despite videos by locals showing rebels in some neighborhoods. Violent clashes were reportedly taking place in the town in the morning, making travel for those trying to escape the fighting very dangerous. There were also reports of gunfire near the airport and along the border with Rwanda. It is being reported that an urgent meeting of the regional East African Community Bloc will place in the next 48 hours in a bid to bring an end to the fighting. People in Goma had been trying to cross their relative safety in Rwanda, but European sources said the border between the two countries has been closed. The foreign minister of the Democratic Republic of Congo warned on Sunday that an attack of unprecedented intensity is unfolding in full view of the world as rebel forces and allied Rwandan forces pushed into the outskirts of Goma.
Therese Kayi Kwamba-Wanya spoke at an emergency session of the United Nations Security Council. The Rwandan-backed M23 rebel group has made significant territorial gains along the border with Rwanda in recent weeks, closing in on Goma, the provincial capital of about 2 million people and a regional hub for security and humanitarian efforts. At the United Nations Security Council, Rwanda's UN ambassador Ernest Ramikyo blamed the Congolese government, saying that over the past 3 decades, instability, attacks, infiltrations, shelling, and loss of life due to the activities of the armed groups on Rwanda territory have come singularly from across the border from the Democratic Republic of Congo. In sports, the draw of the 2025-2026 edition of the African Cup of Nations took place yesterday in Rabat, Morocco. Host country Morocco will face Mali, Zambia, Comoros in Group A, while 7-time champions Egypt is in Group B with South Africa, Angola, Zimbabwe. And in Group C we have Nigeria, Tunisia, Uganda, and Tanzania. Also in Group D, Senegal, Democratic Republic of Congo, Benin, Botswana. In Group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, and Sudan. And finally, in Group F, we have Côte d'Ivoire, Cameroon, Gabon, and Mozambique. The tournament will begin on December 21st, 2025, with Morocco opening against Comoros. And of course, Morocco is set to welcome the biggest soccer tournament in Africa. The country, located in Northern Africa, is also an attractive country as it is already ready to welcome a variety of its visitors who are going to enjoy the attractions for a period of 1 month. Smart Jikan Gabriel presents to us Morocco in the following report. 36 years after Morocco hosted their last Africa Cup of Nations, that saw Cameroon picking up the trophy in an 8-team competition. 2025 will be another year for Morocco to welcome Africa, this time around with 24 teams present, thus having a greater logistical challenge as the host nation. Morocco successfully hosted the 2018 African Nations Championship (CHAN). Their triumph in this tournament showed both their on-field prowess and their capacity to host major events. They have also staged the 2022 Women's Africa Cup of Nations, which saw record-breaking attendance. In 2023, Morocco hosted the FIFA Club World Cup, further cementing its reputation as a reliable venue for international football competitions. The nation's successful bid to host the 2020 FIFA World Cup, jointly with Spain and Portugal, further underlines these ambitions, coupled with Morocco's historic 4th place finish at the 2022 FIFA World Cup in Qatar. It has fueled football fever in the country. The state-of-the-art facilities, coupled with Morocco's robust infrastructure, will ensure that AFCON will be held in the highest standards in cities like Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fez, and Tangier. The iconic Mohamed V Stadium in Casablanca, which hosted the 1988 final, is tipped to play central role once again in this year's edition. The Africa Cup of Nations will run from December 21st, 2025 to January 18, 2026. Smajikan Gabriel putting an end to this edition of the news. Ladies and gentlemen, we thank you as usual for your keen attention, and we leave in the company of interesting programs. La Fleur Signé, do have a nice day. Have a nice day. Et c'est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci à l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain à 7h. Tout de suite, dans une trentaine de minutes, ça sera le journal avec Ambassadeur.